Avant de commencer cet épisode, je voulais te rappeler quelque chose d'essentiel. En course à pied, rien ne remplace la progressivité et un accompagnement pensé pour toi. Depuis plusieurs années, j'aide des coureurs et des coureuses qui ont chacun leur réalité. Un boulot prenant, une vie de famille avec laquelle il faut souvent jongler. Des objectifs qui évoluent, parfois des doutes, mais une envie toujours présente de progresser sans se brûler les ailes. Mon approche, tu la connais. À travers le podcast, elle est à la fois humaine, pédagogique et centrée sur le plaisir. Concrètement, je crée ton plan sur mesure, adapté à ton niveau, à ton agenda et à ton rythme de vie. Pas de copier-coller, pas de pression. Juste une progression qui est construite, étape par étape, pour t'amener plus loin, plus sereinement. Alors si tu ressens le besoin d'un cadre humain, d'un accompagnement sportif qui respecte ta vie autant que tes objectifs, je serai ravi de t'aider à franchir un cap et de te coacher. Toutes les informations pour me rejoindre se trouvent dans la description de cet épisode. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et c'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve comme chaque vendredi pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Et aujourd'hui, je vous propose de vous plonger dans le deuxième épisode de notre projet Marathon de Cheverny Trail Pays des Châteaux. Après avoir découvert nos 4 athlètes dans le premier épisode, place cette fois-ci à un pilier essentiel de la performance. J'ai nommé la nutrition. Car on peut avoir le meilleur plan d'entraînement au monde, si l'on néglige le carburant, eh bien à la fin, la machine va forcément finir par dérailler. Pour accompagner Sophie, Marine, Emmanuel et Cédric dans leur préparation à ces courses du week-end des 25 et 26 avril prochains, j'ai invité quelqu'un que vous connaissez, chers auditeurs, quelqu'un qui est une experte en nutrition et j'ai nommé Aude Bazin qui intervient sur la capsule L'œil de la diète. Avec Aude, on va parler des besoins nutritionnels sur les différentes distances, que ce soit le 10, le semi ou le marathon, de l'importance des glucides dans la préparation, de l'hydratation à ne pas négliger même à l'entraînement et de la stratégie alimentaire pour éviter ce fameux mur du marathon même si l'entraînement aura également une grosse importance. Un épisode donc rempli de conseils concrets et applicables que vous prépariez un 10 km, un semi ou un marathon. Et au passage, je remercie les organisateurs du marathon de Cheverny Trail Pays des Châteaux pour leur confiance et pour avoir rendu possible cette belle aventure humaine. Et comme je vous y invite régulièrement, n'hésitez pas à partager, à recommander, à faire découvrir le podcast à des personnes qui, autour de vous, pratiquent la course à pied et qui sont des passionnés. Sans plus attendre, la vie de château à Cheverny, épisode 2. Bien manger pour mieux courir avec notre experte Aude Bazin, c'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes pour lequel je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous voilà partis dans ce deuxième épisode du projet Cheverny que j'ai appelé la vie de château, même si vous allez peut-être me maudire dans quelques minutes quand on va parler de votre entraînement et des séances que je vous ai concoctées. Mais c'est un plaisir de vous retrouver ce soir. Donc nous avons Cédric, Marine, Emmanuel, Sophie et notre experte en nutrition, Aude, qui nous a fait l'immense plaisir de nous rejoindre dans cette aventure pour vous donner des conseils à la fois dans la préparation et dans vos entraînements, avec cet aspect nutrition qui est quand même important, mais également des conseils que vous allez sans doute lui demander pour la gestion de votre ravitaillement en course. Alors merci Aude tout d'abord d'être présente. Est-ce que tu es prête à renseigner ces athlètes qui se lancent quand même un sacré défi, hein. Pour certains, c'est une première course et une première sur certaines distances. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous et puis je serais ravie de partager avec vous mon expérience sur la préparation de ces courses qui ont des exigences assez spécifiques et différentes les unes par rapport aux autres. Donc on verra justement en fonction de vos questions, de vos objectifs, en quoi c'est différent et comment je peux vous aider. Alors on va commencer par un petit tour de table et Sophie, je vais te laisser te présenter parce que tu n'étais pas avec nous lors du premier épisode, même si dans le cœur tu étais à nos côtés. Je te laisse dire quelques mots sur qui tu es, d'où tu viens et pourquoi avoir rejoint ce défi, pourquoi avoir postulé.
Bonsoir à tous. Donc je suis Sophie, je suis originaire donc de Vichy dans l'Allier, région Auvergne. J'ai commencé la course à pied moi il y a peu de temps, hein. C'est tout récent sur la fin d'année avec une première course là que j'ai fait au mois de janvier. Et en fait, j'ai décidé de participer à ton concours parce que j'adore où tu vis, j'adore cette région. J'ai souvent été en Touraine et j'avais vu quelques jours avant de participer au concours, j'avais vu qu'il y avait un semi-marathon qui était organisé à Cheverny et qu'il y avait un 10 kilomètres, ce qui me paraissait être plus réalisable pour moi. Et du coup, bah après, je me suis dit que j'avais quand même, je me sentais pas capable tout de suite d'arriver à faire cette distance. J'ai vu ton concours et j'ai vu que tu proposais un accompagnement. Et là, je me suis dit bon, allez, on va essayer de se lancer. Et j'ai eu de la chance. J'ai réussi à gagner ce concours, à gagner ce dossard et l'accompagnement avec toi et donc les invités du podcast. Alors Sophie, jusqu'à présent, comment se passe la préparation si on devait faire un petit baromètre, tant sur l'énergie que la motivation ou la charge d'entraînement que je vous impose jour après jour, semaine après semaine? Alors la motivation, elle est au max, je t'avoue. Enfin, voilà, je suis super contente de participer. Au niveau, enfin, je suis prête à réaliser toutes les séances que tu nous proposes. J'ai juste un petit problème au genou là depuis quelques jours, semaines. Donc je mets toutes les chances de mon côté pour pouvoir reprendre très vite. Alors je ne m'arrête pas, hein, voilà, je fais d'autres choses et je vais reprendre la course à pied dans les jours qui viennent, voilà, avec les conseils de mon kiné. Oui, tu es prise en main et on est sur un protocole avec quand même beaucoup d'optimisme de la part de ton kiné. Je serai là. Marine, de ton côté, profil semi-marathon pour toi, même topo que pour Sophie. Où est-ce que tu en es sur le plan de ce baromètre dans ta vie sportive? L'énergie, la motivation et la charge d'entraînement. Est-ce que tout ça, ça passe aujourd'hui? Alors, bonsoir à tous. Écoute, pour l'instant, la motivation, elle est bel et bien présente. La charge, on va dire qu'elle est correcte vu que j'ai 3 sorties par semaine, que j'essaye de m'y tenir. Il y a juste eu un petit impair jusqu'à présent, hein, une petite impasse de fait. Et puis, j'essaye de faire au mieux de ce que tu me proposes, en tout cas dans ce coaching. Voilà, donc pour l'instant, ça se passe plutôt bien, même si je dois avouer qu'il y a certains jours où je me dis que de se lancer dans un semi en si peu de temps, ça me paraît un gros challenge quand même. Bon bravo à toi d'avoir relevé déjà ce défi et on va se préparer. Il reste encore de nombreuses séances et quelques semaines pour y arriver. Emmanuel, de ton côté, cette prépa 10 km, alors ça va intéresser Aude, parce qu'en plus d'un 10 km, Emmanuel se prépare à un marathon qui se tiendra du côté de Saumur dans quelques semaines, juste après Cheverny. Donc il y a un profil un peu hybride entre le 10 et le marathon. Moi ça va, du coup je fais toujours mes séances toutes les semaines. Après on a les aléas du quotidien, mais sinon ça passe. Pas de soucis, pas de bobos, tout se passe bien du côté de Montargis? Oui, ça va. Cédric, de ton côté, toi qui n'as jamais couru un marathon, je voulais savoir comment ça allait après ce trail de 52 km. Déjà, bonsoir à tous. Les jambes vont bien, les jambes vont très très bien. Ça m'a remis un peu en jambes. Et tes séances me mettent encore plus en jambes. Donc je suis motivé à fond. Je réapprends la foulée, je réapprends à rester stable, à pas couper mes allures. Donc ouais, c'est un exercice que j'avais oublié. Ouais, non, tout roule, tout va super bien et je pète le feu. Et à mordre le bitume parce que
pour faire une confidence à Aude, Cédric n'a jamais pratiqué cette distance du marathon, mais il réalise des ultras. Donc, c'est une bascule vers un effort un petit peu différent et il a quelques questions par rapport à cet aspect nutrition. Lui qui connaît la nutrition de l'endurance dans un ultra, sur un marathon, il y a peut-être quelques ajustements à mettre en place. C'est pas le même effort, effectivement. Est-ce qu'on peut faire un topo, Aude, pour nos auditeurs et pour nos athlètes ici présents ce soir, sur les disparités entre ces distances, le 10, le semi, le marathon? Est-ce qu'on a les mêmes besoins énergétiques et qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dans notre alimentation au quotidien? Parce que là, on est loin de l'échéance. Est-ce qu'on gère l'alimentation de la même façon quand on prépare ces distances qui vont du 10 km au marathon? Alors, c'est une bonne question. La réponse, elle est assez vaste dans le sens où ça va dépendre à la fois de la distance et de la vitesse à laquelle vous allez. C'est-à-dire, quel est votre objectif? On va pas gérer, par exemple, un 10 km de la même manière selon qu'on le fait en 30 minutes ou alors en 1h10. Et pour autant, ce sont des allures qui existent très largement sur un 10 km. On peut les voir entre le début du peloton et la fin du peloton. Sur un semi-marathon, on va dire que les problématiques sont les mêmes, mais de toute façon, par rapport au volume d'entraînement, on va avoir une augmentation des besoins en glucides. Ce qui vous paraît évident, tout simplement lié au volume d'entraînement, au nombre d'heures d'entraînement, à la durée des sorties. Et en toute logique, avec un marathon, on va avoir encore plus cette notion de nécessité de faire attention aux apports en glucides pour le volume d'entraînement quotidien, la charge elle est lourde, et puis aussi par rapport au fait qu'on a ce fameux mur autour de 32-35 km, parce que un marathon, c'est pas un ultra, c'est pas un trail, on est sur des allures qui sont quand même plus rapides, c'est de la route, que le parcours soit roulant ou pas, ça reste plutôt plat par rapport à un trail, ou sur lequel il y a quand même plus de dénivelé et le sol est pas le même, donc on fait attention aussi aux articulations, aux impacts, et ça on y fait attention dans l'alimentation. Évidemment, cette notion d'articulation, on pourrait me dire, mais ça existe dans tous les types de courses. Mais alors c'est vrai, mais ça va dépendre dans les autres courses, que ce soit le semi et le 10, en fonction des variabilités interpersonnelles selon votre fragilité articulaire. Mais sur le marathon, on sait que 42 km sur du bitume, ça fait mal à l'allure à laquelle ça va. Donc oui, on y fait très attention. Mais globalement, la grande différence, ça va être vraiment sur les apports en glucides. Au quotidien, Aude, comment on va mettre en place une alimentation sans qu'elle soit trop stricte? On le dit dans les capsules, on n'est pas sur de l'orthorexie au niveau alimentaire. Avec la charge d'entraînement qui est plus importante pour Sophie, Marine, Emmanuel et Cédric, quels conseils on pourrait leur donner pour ne pas arriver sur les rotules, sur la ligne de départ? Alors, le conseil prioritaire, c'est, je vais vraiment beaucoup parler des glucides, des sucres, parce que c'est le carburant du sportif par excellence. Et c'est là-dessus que généralement ça pêche un peu avec l'hydratation. Pourquoi c'est là-dessus? Parce que on fait tous une course. Je vous dis tous, moi j'ai arrêté de courir parce que mon corps il veut plus. Mais on fait tous des courses pour des raisons différentes. Ça peut être pour de la performance, ça peut être pour se tenir en forme parce que ça fait partie de votre hygiène de vie. Ça peut être pour maintenir son poids. Et donc en fonction de ces différents objectifs, l'alimentation va être un peu différente. Et les glucides, c'est vraiment cette ligne de crête dans le sens où si vous en avez trop, il va y avoir de l'inflammation, donc des risques de blessures et de lésions ostéotendineuses ou musculaires même. S'il n'y en a pas assez, le risque de blessure est identique et il est même beaucoup plus rapide. Et s'il y en a trop, évidemment, s'il y a un objectif de perte de poids derrière, vous n'y serez pas. Donc, cet apport en glucides, il doit être vraiment adapté à vos besoins. Sur un 10,
honnêtement, on se pose pas trop de questions. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez une alimentation équilibrée, c'est-à-dire que vous suivez les recommandations assez classiques, je mange des fruits et des légumes à chaque repas, entre 400 et 600 grammes de fruits et légumes par jour, en gros, des protéines en quantité suffisante, c'est-à-dire à minima une portion de protéines animales une fois par jour, et que vous complétez avec 2 voire 3 laitages. Quand on fait du sport, à partir du 10, il faut quand même suffisamment de laitage. Les laitages, parce que ça apporte des protéines de bonne qualité, animales, aussi parce que ça apporte du calcium, que c'est utile dans la contraction musculaire, que ça va aider à la réparation, que le calcium, ça fait partie des minéraux qu'on perd dans la transpiration, donc il faut des produits laitiers. J'ai un faible pour les produits laitiers fermentés, type yaourt, fromage. On essaiera d'éviter tout ce qui est crème dessert, laitages non fermentés qui sont beaucoup moins digestes, parce que la course à pied, ça reste un sport qui va avoir un impact sur le microbiote intestinal, notamment à cause des impacts répétés au sol, mais parce que aussi pendant l'effort, l'intestin n'est pas perfusé, donc il faut essayer de le préserver un maximum. Donc des laitages fermentés, on a dit. Et puis, les autres protéines, elles peuvent être végétales, c'est-à-dire, par exemple, des lentilles, ça peut être du tofu, ça peut être donc des légumes secs de manière générale, des oléagineux. Et ces fameux féculents qu'il faut adapter en fonction à la fois de votre faim et aussi du niveau d'activité physique. C'est-à-dire que un jour off, par exemple, parce que vous vous entraînez manifestement à peu près 3 fois par semaine, vous n'avez pas besoin de consommer beaucoup de glucides. En revanche, en préparation d'une séance, et notamment d'une séance de fractionné, ou d'une séance de forte intensité, que ce soit de la VMA courte ou longue, à ce moment-là, vous allez mettre plus de glucides, quel que soit le type de glucides. C'est-à-dire que à partir du moment où on sait qu'il y a une activité physique, le glucide, que ce soit des féculents au cours du repas ou une barre de céréales au goûter parce que vous n'avez pas eu le temps de faire autre chose, ou un morceau de pain, on s'en fiche un petit peu, c'est pas grave. De toute façon, on a besoin de ce carburant. Et au final, ce qui compte, c'est le glucose qu'on va transformer en énergie. Donc là, on en met. On en met surtout les jours d'activité physique. Que ce soit avant et après. Après, parce qu'il y a cette fameuse fenêtre métabolique et qu'on veut récupérer. Ce qui va changer en fonction des profils de chacun, ça va être effectivement les quantités, le volume, le métabolisme. Par exemple, Cédric, toi tu fais un marathon, tu vas forcément avoir besoin de plus de glucides, d'une part parce que c'est un marathon, mais aussi parce que tu es un homme. Marine, Sophie, Emmanuel, vous en mettrez un peu moins. Marine, tu mettras un peu plus de glucides que Sophie et Emmanuel parce que c'est un semi. Et Sophie et Emmanuel, honnêtement, vous n'avez pas besoin de trop vous prendre la tête sur l'alimentation à partir du moment où elle reste équilibrée. Et j'ai envie de vous dire tout de suite, spoiler, même la veille, je vous rassure, pas de panique, on est sur un 10. C'est-à-dire que c'est quoi votre objectif de temps sur votre 10 ? Moi, c'est de battre mon dernier record, donc en dessous de 52 minutes. D'accord. Et Sophie ? Moi, mon objectif, ça va être de terminer. Et le seul 10 que j'ai fait jusqu'à maintenant, je l'ai fait en 1h16 minutes, je crois. Donc, faire moins. Absolument. Et donc, vous voyez bien qu'en fonction de ces objectifs, on est déjà sur 2 objectifs qui sont très différents. Sophie, si ton objectif, c'est de le finir et d'être bien, de pas être blessée, bah, tu vois... C'est ça. L'idée, c'est il faut que tu sois pas gêné sur la digestibilité, donc tu te prends pas la tête le matin à te dire il faut que je mange ça. De toute façon, on est toujours stressé un matin de course, donc ce qu'on avait prévu de manger au gramme près, ça passe ou pas. Donc, faut pas s'énerver par rapport à ça, ni la veille. À partir du moment où il y a eu un peu de glucides, quand je dis un peu de glucides, que voilà, vous avez mangé même une assiette de pâtes sur un 10 km, ça passe, c'est pas bien grave. Sur des distances plus longues, on fera attention à la fois aux quantités la veille et le matin, mais on fera surtout attention au type, j'allais dire la qualité, mais c'est pas la qualité au sens
c'est de bonne qualité ou de mauvaise qualité. C'est la nature finalement du féculent qu'on va choisir. Toujours pour cette notion de quel féculent on va choisir par rapport au bien-être digestif. Il faut que ça passe parce que quand on prépare un semi, voire un marathon, parfois il y a des soucis digestifs qui font qu'on n'est pas sûr qu'on va terminer la course et on va finir derrière un buisson et puis on n'est pas bien sur le reste. Donc, on la finit pas la course. Et donc à ce moment-là, on va effectivement mettre plus de féculents et on va choisir des féculents qui sont naturellement sans gluten comme du riz, des pommes de terre, du sarrasin. Alors, ça peut être valable sur un 10 si naturellement vous avez effectivement un intestin qui est fragile par exemple. Ça, c'est possible. Alors, la petite particularité, Aude, c'est que le 10 km de Sophie et Emmanuel intervient en toute fin d'après-midi, aux alentours de 17h. Est-ce qu'elles doivent ajuster leur prise alimentaire dans la journée avec peut-être une collation et un repas qui sera peut-être anticipé, ou elles ne changent rien par rapport à leur habitude alimentaire avec un repas de midi qui sera pris à l'heure habituelle sans que ça n'ait d'impact au niveau de la digestion? Alors, soyons très clairs, je vous recommande pas la choucroute ou le cassoulet. On va essayer de chercher quelque chose de plutôt digeste. Mais un déjeuner, ça va suffire. Sur un 10 km, vous n'avez pas intérêt à être lourde. La collation, elle ne s'impose pas. Idéalement, vous aurez mangé 4 heures avant l'épreuve. Donc un déjeuner à 13h, ce sera parfait. Vous aurez eu le temps de le digérer, vous ne serez pas lourde, ce sera parfait. Votre déjeuner, ce que je vous conseille, c'est qu'il soit composé d'un féculent, dans des proportions qui vous conviennent. Ne vous gavez pas, ça ne sert à rien, vous serez lourde, vous n'arriverez pas à avancer, ça ne vous aidera pas. Vous mettez une protéine digeste de type viande blanche ou poisson, vous mettez des légumes cuits, et puis en fonction de ce que vous vous sentez capable de manger par rapport à où vous êtes, comment vous vous logez, un yaourt par exemple qui peut être sucré, et puis un fruit cuit sous forme de compote, ce sera parfait. Les fruits et les légumes le jour J et la veille, c'est toujours cuit. Vous ne mangez pas, mais ça c'est valable pour tous, vous ne mangez pas un truc que vous ne connaissez pas. C'est pas le moment de faire des découvertes culinaires. Pas de test, pas d'expérimentation à quelques heures de la course, quelle que soit la distance. Et puis, vous vous hydratez. Ça, c'est important parce qu'on ne sait pas quelle température il va faire. Parfois, on a des surprises. Il peut faire très chaud. Et à ce moment-là, attention à la déshydratation. Donc, il faut bien boire avant. J'ai un faible les jours de course, quelle que soit la distance, pour la Saint-Yor. Parce que la Saint-Yor, elle est bien minéralisée, elle est suffisamment salée. Bravo, super Cédric. C'est une super eau de récupération, mais en fait, c'est aussi une eau qu'on peut utiliser avant. Donc Sophie, tu viens avec les jerrycans du côté de Vichy, tu nous remontes 3-4 packs. J'ai l'usine juste à côté de chez moi, là, tout en bas, je m'arrêterai. Tu ouvres le robinet et puis tu as déjà la Vichy qui sort, c'est ça? Presque. La Saint-Yor est meilleure que la Vichy, hein. Oui. Même là, Aude, au niveau de l'entraînement, on sort d'une période où on a connu de la pluie, du froid, et on bascule quasiment on-off sur des températures qui sont plus que printanières. Je l'ai vu, moi, ce midi, faire une séance. Alors, je me suis pas fait sécher, mais pas très loin. Et la fin de séance était un petit peu compliquée. Est-ce qu'il faut être prudent dans l'entraînement? Parce que là, ils vont rentrer dans une phase où l'entraînement va être vraiment plus intense encore, à quelques encablures de l'échéance. Est-ce qu'il faut être encore plus vigilant à ces apports hydriques autres que l'alimentation qu'on vient déjà d'évoquer? Oui, alors dès que les températures changent, que vous sentez que vous êtes sur un changement de saison, je parle pas de la saison, on est le 21 mars, c'est le printemps, hein, je parle vraiment en termes de ressenti, vous voyez que vous êtes sur un changement de saison, vous faites un système de double pesée pour voir combien vous perdez d'eau sur un entraînement. Sur un entraînement d'1 heure, à intensité constante, c'est-à-dire que vous pouvez refaire le test plusieurs fois en fonction des intensités auxquelles vous travaillez. Eh bien, sur un test d'1 heure, vous faites une pesée en début d'entraînement. Toujours dans les mêmes conditions, je vous conseille de faire ce test déshabillé pour des raisons évidentes que je vais vous expliquer après.
vous vous pesez, vous vous habillez, vous allez faire votre footing, votre entraînement, vous revenez chez vous, vous vous séchez, vous vous déshabillez, vous vous repesez. Et déshabillez évidemment parce que si vos vêtements sont trempés de sueur, les données sont faussées. Et puis, sur cette différence, vous allez ajouter ou soustraire, selon la manière dont on voit les choses, le volume de boisson que vous aurez bu pendant l'entraînement. Mais je vais vous dire un truc, je vous parle d'1 heure parce que ça me paraît assez facile sur un entraînement d'1 heure de se dire sur celui-là, je bois pas parce que j'ai pas envie de me prendre la tête sur le calcul. On peut faire ça comme ça, une fois de temps en temps, c'est pas un drame non plus. Et donc, ça vous permet de savoir combien vous avez perdu dans telles conditions climatiques sur 1 heure. Et ensuite, vous pouvez extrapoler ce résultat en fonction du nombre d'heures d'effort. C'est-à-dire que Marine, sur ton SMI, tu vas savoir comme ça, en fonction de la durée de ton SMI, combien d'eau tu vas perdre et comment il serait judicieux de compenser les pertes hydriques. De manière générale sur l'entraînement, n'hésitez pas à boire au moins 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Et sur les entraînements, il faut boire 1,5 fois ce que vous avez perdu pendant l'entraînement. C'est-à-dire que si vous n'avez pas bu pendant cet entraînement et qu'on vous a dit c'est mal, vous n'avez pas vu que vous n'avez pas bu, c'est pas bien grave. Par contre, il faut compenser après à raison de 1,5 fois le volume que vous auriez dû boire pendant cette période-là. Et on se contente simplement d'eau, Aude, ou est-ce qu'on peut apporter un petit quelque chose, des antioxydants, des sels minéraux, ces électrolytes, ou est-ce qu'il n'y a pas forcément d'intérêt pour des séances qui seront relativement courtes ? En fait, tu as tout dit, Sébastien, tout dépend de la durée des séances. C'est-à-dire que si vous êtes sur une séance de jusqu'à 1h15, vous pouvez mettre uniquement de l'eau, ça ira très bien. Les antioxydants, ça ne se joue pas, la capacité antioxydante ne se joue pas sur la boisson d'effort. Moi, je trouve que c'est un argument marketing pour vous faire acheter des produits beaucoup plus chers, alors que vous n'allez pas nécessairement avoir une véritable protection antioxydante dans votre boisson. La véritable propriété à la fois antioxydante et anti-blessure de votre boisson, c'est le sucre que vous allez mettre dedans. L'eau sucrée, c'est vraiment un facteur de protection immunitaire pour le sportif pendant l'entraînement. Donc, une boisson d'effort, ce sera une boisson qui avant tout est sucrée. En hiver, on va sucrer plus qu'en été parce qu'on boit moins, notamment, et puis parce qu'il fait plus froid. Et plus il fait chaud, moins on sucre. Là, en fonction des températures que vous avez, si on est entre 5 et 15 degrés, moi, ce que je vous recommande, c'est de sucrer à hauteur d'à peu près 20 grammes par litre. Je vous dis ça, honnêtement, je ne vous connais pas. Ce que je vous donne, ce sont des sucrages standards sur lesquels je sais qu'on va pas se tromper. Alors, je vous le dis aussi par rapport au fait que Sophie et Emmanuel, vous m'avez parlé de vos objectifs en termes de temps et que par rapport à la fois à un 10 km et à vos objectifs de temps, on est sur un sucrage qui va être similaire, vous n'avez pas besoin de sucrer plus. Maintenant, Marine, Cédric, pour vous, ça va être un peu différent parce que forcément, la durée d'entraînement, elle peut être parfois différente, les sorties ne vont pas être les mêmes, certains entraînements vont être à plus d'1h30 et à moins que Marine, tu me dises que ton semi, tu le fais en 1h30, c'est quoi ton objectif de temps ? Le finir. C'est tout. J'ai pas du tout d'objectif là pour le coup, c'est juste d'arriver au bout. D'accord. Et essayer de le faire sans marcher, mais voilà, c'est tout. Une grande première, donc non, je peux pas parler de temps. Quoi qu'il en soit, Marine, par rapport à ce que tu me décris comme situation, je pense qu'un sucrage à 30 grammes par litre de boisson sera tout à fait adapté dans ta situation. Et pour toi, Cédric, c'est quoi l'objectif pour ton marathon ? Il nous l'a pas annoncé, on sait pas. Aude, tu poses une question qui va nous intéresser parce que lors du précédent épisode, il a laissé planer un petit peu le doute et on ne savait pas. Donc là, il va être obligé de se dévoiler. Il peut pas se défiler devant ta question, Aude.
Ouais, cette fois, je peux pas me défiler, en effet. Bah, j'aimerais bien passer la barre des 4 heures, passer sous les 4 heures. C'est pas, c'est pas ouf, mais voilà, c'est un peu l'objectif pour, euh, pour ce marathon. J'aimerais passer sous la barre des 4 heures. Alors, quand tu dis c'est pas ouf, faut quand même que tout le monde soit conscient que déjà faut le faire Oui, et que 4 heures, ça reste tout à fait honorable. Simplement, ma question, c'est pas dire attention, ici on n'entraîne que des champions. C'est non, simplement du te tout. dire que en fonction de l'objectif, forcément la dépense d'énergie est différente et on n'a pas besoin du même sucrage. Ça te paraît, je suppose, évident que en fonction de la manière dont tu appuies sur l'accélérateur avec ta voiture, tu as besoin de plus ou moins d'essence. Et ben là, c'est pareil. Si tu fais ton marathon en 2h10, bah, tu vas pas à la même vitesse, tu crames pas autant, tu crames beaucoup plus de glucides que si tu le fais en 4 heures. Donc 4 heures, ok, pas de souci. Mais ce que je te conseille, c'est d'être plutôt entre 40 et 50 grammes de glucides par heure d'effort. Et j'irai D'accord. plutôt sur 40, c'est-à-dire que 40, c'est une base qui est à la fois plutôt digeste, facile et agréable à boire, et tu complètes avec des gels si tu as besoin, notamment. Alors, je dis pas notamment sur la deuxième partie du marathon, mais ce qu'il faut voir, c'est que l'alimentation, le ravitaillement pendant l'épreuve doit être régulier, mais il faut qu'il soit acceptable. C'est-à-dire que quand tu as pendant 4 heures que du sucré dans la bouche, au bout d'un moment, t'en peux plus. T'as juste plus envie de boire, de boire ou de manger quoi que ce soit. C'est pour ça que je te dis, si tu peux essayer d'avoir un sucrage qui soit raisonnable, pour limiter les troubles digestifs, pour avoir du confort jusqu'à la fin, mais être sûr d'avoir un gel parce que tu veux éviter le mur à la fin sur 32-35 km, là, on est plutôt pas mal. D'accord. Ma question était, est-ce qu'on peut rajouter par exemple une purée salée justement pour couper un peu le... C'est une super idée. Je veux dire, à la patate douce, en général, voilà, je prends des patates douces ou j'ai pois aussi, coriandre, enfin voilà. J'ai plusieurs purées que j'utilise sur Ultra. Est-ce que justement on peut apporter quelque chose en salé pour compléter justement? Oui. Tu peux. Simplement, faut que tu fasses attention au fait que les purées en ultra, je ne sais pas si elles sont très énergétiques. Les purées que tu fais maison, c'est super, moi j'adore, mais c'est adapté pour de l'ultra, c'est-à-dire que tu vas à une vitesse qui est moins élevée et tu as plus de facilité à digérer. Là, l'effort, il est quand même plus soutenu et donc il faut avoir un petit volume. Donc il faut que tu aies suffisamment de glucides en un minimum de volume pour que ça reste digeste. Je suis pas une grande fan de gel, mais quoi qu'il en soit, sur un marathon, ça peut quand même rendre service au vu de l'intensité de l'effort. Donc, ce que tu peux faire, c'est effectivement faire tes purées et faire un essai sur une sortie longue. Tu vas en avoir quelques-unes, tu vas faire un semi de toute façon dans ton parcours et voir comment tu réagis, ce que ça t'apporte et essayer de voir sur le volume que tu prends si c'est suffisant en termes de sucrage par rapport aux 40 à 50 grammes qu'on a vu par heure. Et en fait, tu vas pas faire ton marathon avant le marathon, mais fais des tests. Non, il fait des voir... trails de 52 km avant. Il fait pas de marathon avant le marathon. Mais c'est pas pareil. Et c'était tout l'enjeu de ta venue ce soir, Aude, par rapport à Cédric et pour les autres sportifs. Il y a également d'autres questionnements. C'est est-ce qu'il peut se servir de sa connaissance de l'ultra et de la nutrition sur le marathon ou est-ce qu'il faut changer certains paramètres? Et tu l'as dit, par rapport à la vitesse, il y a peut-être un besoin en glucides de façon plus conséquent et de façon peut-être plus rapide également. Exactement, parce que on mange pas de la même manière sur un marathon et sur un trail. On a moins de temps, c'est moins facile, donc on mange pas les mêmes choses. Sur un 10, par exemple, on mange pas, tout simplement. Éventuellement, sur 52 minutes, si tu sens qu'à un moment, au 5e, 6e, ça devient dur, mais c'est presque plus dans la tête que dans les jambes que c'est dur, tu te colles un bonbon dans la joue pour avoir une légère diffusion de sucre qui va te booster et t'aider à terminer dans les temps, mais tu vas même pas le mâcher, parce que de toute façon, sur un 10, tu peux pas.
Et attention à la fausse route quand même, hein, parce que faut pas que le bonbon passe dans la trachée. C'est pour ça qu'il faut bien le coincer, tu sais. Sur un semi, là, honnêtement, juste une boisson d'effort, ça va suffire. Une boisson d'effort qui est suffisamment sucrée pour le coup, parce que tu n'auras peut-être pas non plus envie de boire trop régulièrement. En fait, tu peux avoir plusieurs stratégies. C'est soit il fait chaud et tu sens que tu as besoin de boire régulièrement et tu n'es pas obligé de sucrer trop ta boisson. Tu la sucres à 30 grammes par litre, mais tu sais que tu bois beaucoup. Mais c'est toujours pareil, il faut avoir l'organisation qui va bien, parce que sur les ravitaillements, tu auras certainement que des verres d'eau et des morceaux de banane, mais après, ça c'est toi qui vois. Alors je crois même que du côté de Cheverny, Aude, il n'y a plus de gobelet, il faut avoir son propre gobelet pour pouvoir aller sur un jerrycan ou sur un jet d'eau se ravitailler. Donc on est sur un éco-marathon et il faut que les concurrents emmènent leur propre gobelet pliable ou leur propre flasque pour pouvoir les remplir au fur et à mesure. Alors, moi, je trouve que ça te met sur un faux rythme qui est terrible, parce que si tant est qu'il y ait la queue au jerrycan, tu perds des secondes qui sont précieuses et c'est hyper stressant. Donc, ce que tu peux faire dans ces cas-là, c'est avoir tes flasques. Je veux pas faire de publicité pour une grande marque française, mais enfin, c'est super pratique à avoir sur soi. Ça se tient bien. Et l'avantage, c'est que tu fais ta boisson, tu la sucres comme tu veux, tu sais le volume dont tu as besoin sur ton semi. Et comme ça, tu es à l'aise jusqu'à la fin et tu as de l'énergie et de la lucidité jusqu'à la fin. Il faut juste apprendre à boire en courant. Moi, je l'ai expérimenté à plusieurs reprises sur semi. C'est pas si facile que ça. Les flasques, elles offrent ce côté pratique. On peut l'avoir en bouche, on ouvre le capuchon et on peut boire. Mais boire avec un gobelet à la main, je l'ai expérimenté sur un semi à Chartres il y a quelques années. Je crois que j'ai rien bu de ce qu'il y avait dans le gobelet. Donc, c'est pas forcément facile. Et l'eau peut être très froide aussi. Donc, attention sur ce type de course à ne pas avoir un désagrément intestinal après la prise d'un ravitaillement. Tout à fait. Il y a beaucoup de paramètres sur ces ravitaillements. Du coup, pour rebondir par rapport à ce que Aude vient de dire, je comptais pas m'arrêter sur les ravitaux. Je fonctionne déjà l'entraînement avec un camelback, donc là j'entends effectivement le côté eau sucrée. Moi, l'interrogation c'était plutôt par rapport à l'alimentation solide, si effectivement il y avait besoin sur 21 km de penser à un moment donné apporter des choses plutôt solides avec moi ou non. Alors, le solide sur 21 km, t'en as pas forcément besoin. C'est moins digeste que le liquide. Et ce qu'on veut, c'est chercher sur un semi à optimiser l'hydratation en ayant une boisson sucrée. Si tu as un camelback et que tu peux gérer avec ça, c'est super. Si tu as peur d'avoir besoin d'une alimentation solide, tu peux toujours avoir avec toi une compote sucrée. Et ça peut compléter ton eau de boisson si tu as peur que ce soit insuffisant. Mais honnêtement, je suis pas convaincue. L'eau sucrée, ça va être suffisant, parce que si ton objectif, c'est de le finir par rapport à ce que tu décris, le risque en ayant une collation solide sur un semi à cette allure-là, c'est que tu nous fasses plutôt une hypoglycémie réactionnelle et que finalement, ça te coupe les jambes et que tu n'arrives pas à le finir correctement comme tu aimerais. Donc, c'est pas l'objectif. Vu que Marine disait vouloir aller au bout sans marcher. C'est toute une stratégie à mettre en place, même si, Aude, je pense que le côté solide rassure un petit peu en se disant j'ai quelque chose à manger et mon alimentation ne repose pas que sur le liquide et ce qu'il y a à l'intérieur, ce côté sucré, ces glucides qui peuvent être présents. Alors, c'est quelque chose que je comprends tout à fait, et c'est pour ça que je disais qu'on pouvait tout à fait imaginer une compote sucrée à glisser dans la poche. C'est pas très lourd et effectivement, ça a un côté rassurant. En termes de protocole, Aude, pour revenir sur le profil de Cédric, tu disais qu'il y a besoin d'une prise régulière en termes de carburant pour pouvoir le recharger en énergie au fil des kilomètres de son marathon. Quel est le timing ? Est-ce qu'on fonctionne en temps ou en kilomètres pour la prise justement de son ravito ? Cédric, je pense que tu as l'habitude.
Donc, globalement, temps au kilomètre, ça reviendra plus ou moins au même parce qu'on arrivera à faire un ratio. Je sais pas si tu fais un négatif split, mais j'imagine que tu es régulier de toute façon et que du coup, que l'on parle en temps ou en kilomètres, ça va revenir à peu près au même. Tu peux envisager de faire toutes les 20 à 30 minutes. Ça me paraît judicieux pour essayer de pas en avoir tout le temps plein la bouche aussi, parce que c'est pas confortable non plus. Donc, on peut dire toutes les 30 minutes. Ça va correspondre à quoi tous les 5 kilomètres. Mais pareil, gorgée par gorgée, ou tout assimiler d'un coup, ou vraiment essayer de mélanger boisson et en même temps compote, un peu comme je fonctionne déjà. Je veux dire, voilà, au bout d'une demi-heure, je commence à prendre mes gels, un demi-gel par exemple. Ensuite, je complète avec la boisson, ou j'ai la boisson, j'ai la malto, de l'iso. Voilà. J'essaie toujours, mais petit à petit, justement, pour que ça soit plus digeste. Je ne prends pas d'un coup, je ne prends pas de solide, par contre. Ouais. Je suis pas un grand fan de solide, à part la banane que je digère relativement bien, mais sinon... Ouais. Alors, le gel, pour commencer, c'est bien, parce qu'après, tu peux te rincer la bouche avec la boisson et t'as pas ce côté pâteux en bouche. Donc, ça, c'est une bonne idée. Ensuite, attention, hein, parce que quand on dit 40 à 50 grammes par heure d'effort, ça veut dire que quoi, tes gels, c'est quoi? C'est 25 grammes de glucides? Ils sont un peu plus, je crois qu'ils sont à 30 grammes quand même. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Je sais plus réellement, mais ça va être entre 25 et 30 grammes le gel, je crois. Et tu prends un demi-gel, c'est ça? Toutes les demi-heures, après voilà, comme je le sens. J'essaie de couper entre compote et gel en fait. Alors, c'est une bonne idée, effectivement. Je pense que du coup, tu es à un peu plus que 50 grammes, mais d'une part, si tu les tolères, et d'autre part, si c'est adapté à l'effort, pourquoi pas? Parce que, une fois encore, on est tous différents. Là, je vous en parle comme ça. C'est une cote mal taillée parce que vous me parlez de vos objectifs, mais on se connaît pas plus que ça. Et c'est vrai qu'on brûle pas tous les mêmes quantités de la même manière. Donc, si effectivement, toi, tu me dis, bah, moi, je suis à 60 grammes par heure et que, effectivement, tu les oxydes et que ça te rend pas malade, mais tu n'as aucune raison de changer quoi que ce soit à tes habitudes, tu vois. Ok. Et donc, la manière dont tu le fais, c'est très bien. Et effectivement, dans ta boisson, tu as des maltos. Alors, tu fais quoi? T'as des maltos d'un côté et une boisson isotonique de l'autre? Tu fais quoi? Donc, en fait, j'ai toujours une malto, une iso, et après, généralement, j'ai encore la troisième dedans qui est chargée aussi en iso. Et après, au fur et à mesure, je change avec un peu d'eau, parce que voilà, il y a un moment donné où j'ai besoin d'eau, parce que ça devient pâteux. Donc, j'alterne un petit peu, et voilà, quand on arrive normalement sur une base de vie ou sur une assistance, là, je recharge de nouveau, soit en malto, comment que ça passe, soit même en eau pétillante. Donc, D'accord. je charge, ça dépend de moi en fait. T'arrives à supporter l'eau pétillante en cours de course? Et pas tant. Mon dernier ultra, oui. c'est ce qui passait le mieux, donc je suis parti sur l'eau pétillante. Avec un peu de sirop de temps en temps, enfin voilà, c'était... Oui, tout à fait. Alors après, dans une boisson isotonique, on a des maltos. Donc, on est à peu près sur les mêmes profils de boissons, à moins que ce soit écrit uniquement maltodextrine sur ta boisson. J'ai une spéciale malto. J'ai une malto justement spécifique. Pour justement avant, je me charge avant. Et pendant, justement sur un ultra, par exemple, là je me charge encore, mais beaucoup moins. 3 jours avant, et après je me laisse toujours une gourde, enfin une flasque, une 500 millilitres de malto. D'accord. Pour alterner avec l'ISO. Voilà. Oui. Alors, au départ, en tout cas. Effectivement, tu peux continuer comme ça. Hein. Moi, je trouve que le protocole, il est très bien. Ça me va parfaitement. Et si les gels, effectivement, tu te connais, tu as l'habitude sur les trails, ça passe bien, ta stratégie, elle est bonne. Et là, elle est tout à fait transposable sur un marathon. Sympa, cool. Je sais comment maintenant je vais pouvoir gérer un peu plus ma nutrition.
Emmanuel, de ton côté, parce qu'on t'a pas beaucoup entendu depuis le début de l'épisode, comment tu gères cette préparation déjà du 10 km avec également les apports nutritionnels d'une marathonienne, puisque tu le seras à nouveau quelques semaines après ce 10 km de Cheverny. Alors, comment tu le gères? Et puis Aude va nous apporter également son expertise pour voir un petit peu comment tu peux gérer ces entraînements courts pour le 10 km est beaucoup plus rapide et ces séances longues avec la préparation du marathon Moi, derrière. j'essaye de mélanger les deux prépas, mais effectivement, je suis un peu plus sur le marathon puisqu'il sera 2 semaines après le 10 km. Donc voilà, j'ai déjà fait mes sorties longues et effectivement, je prends tout ce qui est bon conseil pour Cédric puisque je serai dans le même cas quelques temps après. Donc moi, j'ai déjà fait un marathon, donc effectivement, tout ce qui est gel, etc., ça s'apprend. Puisque je ne pratiquais pas du tout avant les gels et même boire. Rien que boire en courant, ça c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Donc tout ça s'apprend pendant la prépa. Et moi, les gels, je les ai bien supportés pour la première fois. Donc, je sais que je vais repartir sur des gels pendant la course, pas pour le 10 km en tout cas. Non, puisque j'en ai pas. Ça n'a aucun intérêt. Besoin. Ouais, complètement. Aucun intérêt, mais effectivement, pour un marathon, les gels, ça peut aider et ça peut aider surtout à anticiper ce fameux mur. Donc, il faut pas les prendre juste quand tu commences à être fatigué, mais les prendre régulièrement, ne pas rater les ravitaillements, les avoir sur toi. Je sais que c'est pas forcément facile, mais c'est encore moins facile de dépendre de l'organisation de la course. Donc, avoir tes gels que tu connais, tu sais que tu les supportes, tu sais que le goût il passe, tu sais que quand tu les ouvres, t'en as pas plein les doigts. Tous ces petits détails qui font qu'une course est agréable et réussie. Effectivement, faut les essayer sur les sorties longues. Et sur ton marathon, tu veux faire quel temps, toi? Alors, le premier, je l'ai fait en 4h35, donc j'aimerais faire un peu mieux, du coup. D'accord. Et ça s'était passé comment? Je l'ai fait dans l'objectif de le finir, donc je l'ai fait en EF complètement. C'était vraiment, donc je l'ai très bien vécu. Super. J'ai pas eu de mur, j'ai rien eu et je pouvais courir une semaine après. Parfait. Écoute, ça veut dire que tu as bien géré. Donc, effectivement, avec les gels qui vont bien, tu vas pouvoir améliorer un peu ton allure parce que tu auras l'énergie pour le faire. Alors, sur les marathons, ce qui va changer un peu par rapport au semi, mais surtout au 10, c'est la récupération entre les séances de fin de prépa et le niveau de fraîcheur quand on arrive au marathon. Donc, je sais pas si vous avez des enfants, quel âge ils ont, si vous en avez, mais ça, je crois que c'est un des facteurs de fatigue les plus importants, même si on les adore, hein, c'est pas le problème. Donc, si vous pouvez, je sais pas moi, les nuits d'avant, les faire garder par papy et mamie, ça peut être pas mal. Essayez d'avoir des nuits de bonne qualité, limiter le stress. Alors, on peut pas changer de vie une semaine avant, hein, bien sûr. Et puis, si on pouvait s'éliminer toutes les sources de stress, ce serait super, mais malheureusement, c'est pas possible. N'empêche que je trouve que le magnésium, ça aide dans les préparations sur des courses. Parce que justement, ça va favoriser un sommeil de meilleure qualité, ça va améliorer votre résistance au stress, ou en tout cas, ça va améliorer votre réponse au stress, et ça va être un myorelaxant. Donc, en préparation, moi, je trouve que c'est plutôt utile. Est-ce que tu peux rappeler, Aude, les quantités de magnésium, parce que c'est quelque chose que l'on ne stocke pas et je dirais qu'il s'écoule au fur et à mesure de nos sorties et de nos séances. Donc, jusqu'à combien on peut se charger? On peut charger jusqu'à 360 mg par jour. Généralement, un comprimé, c'est aux alentours de 150 mg. Alors, si vous vous dites ah ouais, mais moi le magnésium, ça me fait mal au ventre, même quand je prends celui que le pharmacien m'a conseillé, il y a certaines formes qui sont plus assimilables que d'autres et qu'il faut privilégier. Toutes les formes qui finissent en ate, que ce soit citrate, glycérophosphate, picolinate, pidolate, glycérophosphate, est-ce que je l'ai pas déjà dit celui-là? Bisglycinate, bref,
tous ces sels de magnésium sont beaucoup mieux assimilés que le magnésium marin, qui lui va avoir tendance à donner mal au ventre. Même si j'ai aucun problème avec lui dans le sens où il est de bonne qualité, c'est pas le souci, mais c'est que on peut mal le tolérer. Attention à l'approche de Pâques, à la consommation de chocolat qui contient quand même du magnésium, mais ce sera peut-être pas suffisant si on veut atteindre les 360 mg. Ça fera quelques tablettes par-ci par-là. Alors oui, d'une part, et d'autre part, même si le chocolat il contient plein d'autres choses qui sont super intéressantes, le chocolat c'est gras. Et tout à l'heure, je vous ai dit sur les repas de préparation, vous pouvez manger des glucides, oui c'est vrai, et c'est particulièrement vrai sur ces dernières semaines où plus ça va aller, plus vous allez avoir besoin de faire vos réserves en glycogène pour avoir de la performance. Mais attention, pour avoir justement une balance énergétique qui soit correcte, il va falloir faire attention aux graisses. Donc, quand on parlait tout à l'heure de produits laitiers, je vous ai parlé de yaourt et je vous ai dit, tiens, le fromage sur le quotidien, oui. Dans les dernières semaines, si vous pouvez limiter, c'est mieux. Parce que ce qu'on veut, c'est vraiment privilégier les glucides et du coup, il faut quand même limiter un peu les graisses si vous voulez pas prendre du poids pendant cette dernière période de préparation. Donc, on limite le fromage. Ça veut pas dire que vous pouvez plus en manger du tout, mais si vous en mangez une fois par jour, vous passez à 1 à 2 fois par semaine. Vous mettez un peu moins de matière grasse, vous choisissez des viandes plus maigres, vous évitez la sauce, vous voyez, vous faites ce type de choix. Ça doit pas être une mise au régime, si vous voulez. C'est simplement des choix qui sont un petit peu différents. Plutôt que de faire une quiche, vous allez plutôt faire un flan dans lequel vous mettrez un peu de maïzena ou de farine, c'est pas le problème. Mais dans une quiche, on a une pâte dans laquelle on a beaucoup de beurre, vous voyez. Et dans un flan, l'appareil est le même, c'est-à-dire que c'est des œufs, du lait et de la farine, mais on n'a pas le côté gras qu'on aurait avec la pâte. Donc des petits changements comme ça qui vont vous permettre à la fois d'avoir de l'énergie, de manger des choses qui sont agréables, goûteuses et saines avec toute la famille, mais qui sont moins riches en graisse. Aude, si nos athlètes ici présents présentent des signes de fatigue, qu'est-ce qu'on va pouvoir réguler? Est-ce que c'est que l'entraînement était trop intense? Donc il faudra que de mon côté, je surveille la charge. Est-ce qu'on peut aller voir du côté du sommeil? Du côté de l'alimentation, est-ce qu'il y a des éléments qui pourraient les requinquer et les rebooster en énergie? Alors, je crois que tu as tout dit dans ta question, tu as fait la réponse en même temps, Sébastien. Oui, effectivement, il faut voir du côté du sommeil, il faut voir du côté de l'entraînement. Peut-être que c'est nécessaire d'alléger et parfois c'est ça qu'il faut faire et on aura le même résultat in fine sur la course. Et parfois, c'est simplement cette alimentation qui est pas suffisamment riche en glucides parce que on se dit ah oui mais il faut que je sèche, j'ai encore 1 kilo de trop par rapport à ce que je voulais faire pour le marathon. Et ça c'est la fausse bonne idée parce qu'on se dit il faudrait vraiment que mon poids soit plus bas pour que je sois plus performant, que j'aille plus vite. Ça fonctionne pas exactement comme ça. Si on n'a pas suffisamment d'énergie, on n'avancera pas et de toute façon on le finira pas. Donc il vaut mieux le finir mais plus lentement et pas se blesser que de vouloir vraiment se mettre en restriction énergétique et surtout par rapport aux glucides. C'est-à-dire que je reçois régulièrement des gens qui veulent faire un marathon pour perdre du poids et donc qui se mettent dans des restrictions énergétiques très importantes. Globalement, tout ce qui concourt à faire perdre du poids, c'est bon pour la santé de manière générale et j'ai rien contre. Donc, une restriction énergétique, ma foi, quand la personne l'a décidé, elle l'a décidé. Mais sur la préparation d'un marathon, il faut vraiment que l'intensité aille à l'avenant. C'est-à-dire qu'une intensité élevée, s'il n'y a pas de glucides, c'est vraiment le chemin le plus court vers la blessure, notamment musculaire. Sauf qu'on va pas se le dire comme ça. Quelqu'un qui se blesse, qui se fait une tendinite, une entorse, qui loupe une marche ou qui a une contracture musculaire, le premier réflexe, c'est pas de se dire « j'ai pas suffisamment mangé de glucides ». Et c'est ce qu'on avait dit sur l'épisode quand on l'avait enregistré. C'est pas ce à quoi on pense en priorité.
Complètement. C'est pas ce à quoi on pense en priorité, surtout qu'on se dit cause toujours tu m'intéresses, de toute façon sur moi c'est comme ça que ça fonctionne, moi je fonctionne comme ça, donc je vois pas pourquoi je changerais. Et si on le pense, on pense que c'est vrai, sinon on penserait différemment. Mais je ne peux que vous dire que les personnes qui arrivent à faire des marathons, notamment en cétose, pour parler de ce plan alimentaire, c'est-à-dire quasiment 0 sucre, oui, ça fonctionne chez certaines personnes, mais c'est vraiment une minorité. Vraiment une minorité. La plupart des gens, on va dire plus de 90%, fonctionnent avec un carburant qu'est le glucose. Donc se priver de glucose, c'est abîmer son immunité, diminuer la performance et augmenter son état de fatigue. Donc je pourrais vous dire prenez des vitamines, il y a des compléments alimentaires qui sont formidables, etc. C'est pas faux. Mais la priorité des priorités, c'est vérifier que vous mangez déjà correctement et suffisamment de glucides. Alors manger suffisamment de glucides, ça veut pas dire qu'on se gave de pâtes midi et soir. Ça veut simplement dire que on a faim un peu avant les repas, mais on n'irait pas manger la table tellement on a faim. Vous voyez, on est sur une faim qui est saine, c'est-à-dire que on va pas se jeter sur le plat dès qu'il arrive. On a faim dans une certaine mesure. On sait ce que c'est que la faim, parce que quelqu'un qui mange trop de glucides, par exemple, va vous dire non, mais moi je pourrais sauter le repas du soir, de toute façon j'ai pas faim. Là c'est un signe que vous mangez peut-être un peu trop de glucides, vous voyez. Si vous arrivez au repas en vous disant j'ai faim, vous êtes bien, c'est-à-dire que vous êtes en équilibre par rapport à vos dépenses énergétiques et vos apports. Ça, si vous êtes à l'aise avec cette notion que vous vous écoutez, vous n'avez pas besoin d'aller peser vos ingrédients. Écoutez-vous. Ces sensations de faim, de satiété sont vraiment les plus importantes. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Profitez, Aude est à votre disposition ce soir, donc s'il y a encore quelques questions, ou est-ce qu'on a fait le tour et que vous avez toutes vos réponses et que Aude a été parfaite sur son analyse et ses conseils ? Alors moi, personnellement, j'ai rien qui me vient directement à l'esprit. Je laisse mes collègues si elles ont des questions. Moi, j'ai appris plein de choses. J'ai même pris des notes ce soir. Par contre, malto, je connais pas, moi, tout ça. Google est ton ami. J'ai regardé pendant que je vais faire des recherches. Je vais apprendre plein de choses. Je sais pas, tu sais Sophie, malto c'est pour dire maltodextrine, c'est un sucre hydrolysé qui va permettre d'augmenter ses réserves en glycogène pour pouvoir tenir sur un effort de longue durée, que ce soit à partir du marathon jusqu'à l'ultra trail. Honnêtement, sur un 10, te prends pas la Oui, bien peine à sûr. passer du temps à faire des recherches dessus. Non, moi c'est juste pour savoir de quoi on parle. Oui, alors c'est un produit qui est intéressant, hein, qui aide effectivement à faire une préparation sur ces fameuses réserves en glycogène, sur des efforts de longue durée. Après, je suis pas toujours très favorable dans le sens où ça reste un produit ultra transformé et qu'on sait que les maltodextrines, quand elles sont utilisées de manière régulière, vont avoir un impact néfaste sur le microbiote intestinal, alors qu'on sait qu'il est déjà fragile, notamment chez les coureurs de longue distance. Donc, quand on peut essayer d'éviter et passer tout simplement sur des recharges glucidiques avec des aliments type purée, pommes de terre, des pâtes, du riz à chaque repas, je préfère. Mais dans certains cas, on ne peut pas faire l'économie des maltos, et notamment quand on fait de l'ultra. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à côté, c'est bien de nourrir son microbiote intestinal, d'y faire attention pour l'aider à être de manière, on va dire, physiologiquement perméable, c'est-à-dire pas trop perméable, que ça ne devienne pas une passoire. Aude, c'est justement la question de Sophie, elle est très pertinente. Elle dit, moi, je sais pas ce que c'est. C'est difficile dans cette cacophonie nutritionnelle, et je repique le terme à ton collègue Anthony Berthoud qui en parle souvent. Il y a tellement de choses qui sortent sur la nutrition, des affirmations, des contre-vérités, que c'est parfois difficile d'aller vers le bon sens. Et tu l'as dit, finalement, faites confiance à vos sensations et ne vous posez peut-être pas trop de questions sur des choses qui vont peut-être être complexes et sur lesquelles on n'aura pas forcément tous les tenants et les aboutissants. Alors, c'est tout à fait vrai.
Et ça m'amène à une conclusion qui est la suivante. Oui, la nutrition du sport, c'est une science, mais attention, faites-vous confiance, mangez de façon intuitive, n'écoutez pas le dernier influenceur qui a 2 millions de followers sur les réseaux parce qu'il a fait ça et qu'il a des tablettes de chocolat, c'est pas forcément pour ça qu'il a raison. Les bases d'une alimentation saine et équilibrée, plutôt végétale, vraie, c'est-à-dire pas transformée et variée, ça vous sauvera la mise dans 80% des cas. Et après, s'il y a des situations particulières, on peut toujours en reparler. Mais à partir du moment où vous suivez des règles de base dont on vient de parler, que vous adaptez vos apports en fonction du ressenti, c'est-à-dire je reviens de ma séance, je sens que j'ai la tête qui tourne, je me sens un peu fatiguée, j'ai un peu faim, bah oui, je mange et je mange notamment des féculents. Faut pas en avoir peur. Eh bien, normalement, tout devrait bien se passer pour vous. Eh bien, merci Aude pour ces précieux conseils. D'ici une quinzaine de jours, ce sera Bruno qui prendra ta place, un autre expert. Après la nutrition, ce sera la place du coach. D'ici là, je vais vous concocter d'autres séances pour mettre à jour vos plans d'entraînement. Et Aude, moi, je te remercie à nouveau d'avoir accepté l'invitation et de conseiller ces athlètes dans leur préparation vers ce défi du marathon de Cheverny Trail Pays des Châteaux. Eh bien, bonne course à tous et merci de m'avoir invité. Et on se retrouve très rapidement, d'ici une quinzaine de jours, pour un nouvel épisode avec le suivi de Cédric, Marine, Emmanuel et Sophie. Bonne fin de semaine à vous. Cet épisode du podcast À côté de mes pompes est désormais terminé. Si vous l'avez apprécié, partagez-le sur vos propres réseaux, en story. Je me ferai un plaisir de le repartager de mon côté et allez noter, évaluer, mettez un petit commentaire sur votre épisode préféré sur les différentes plateformes d'écoute. C'est Spotify, c'est Apple Podcasts, c'est également YouTube sur lequel vous pouvez me retrouver. Et n'hésitez pas, si vous avez des besoins, des commentaires, des petites infos à me faire passer, je suis à votre écoute sur Instagram et sur Facebook. Il est temps pour moi de vous souhaiter une très belle fin de journée, bonne semaine à vous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Shop the Sherwin-Williams Spring Sale and get 35% off paints and stains March 13th through the 23rd. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.